Une question donc, le droit international existe-t-il encore? Voilà qui revient sur le devant de la scène depuis le début des bombardements israéliens sur l'Iran et avec l'entrée en guerre des États-Unis en dehors de tout cadre juridique et à l'écart des Nations Unies. On en parle avec François Dubuisson. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes professeur en droit international à l'ULB, Bonsoir. l'Université libre de Bruxelles. Et je cite l'un de vos ouvrages, vous avez coécrit une introduction critique au droit international avec nous également en plateau, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. François Dubuisson, on va commencer par des questions très simples. L'attaque lancée par Israël il y a 11 jours sur l'Iran est-elle contraire au droit international ou est-elle légale au regard des règles internationales qui régissent la guerre? Alors effectivement, il s'agit d'une question assez simple dont la réponse est également extrêmement simple. Oui, c'est une violation flagrante du droit international puisque la Charte des Nations Unies interdit le recours à la force entre États, sauf dans deux cas spécifiques, soit l'autorisation du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici évidemment, soit la légitime défense, et la légitime défense suppose pour un État d'avoir d'abord été l'objet d'une agression armée, ce qui n'est absolument pas le cas d'Israël. Hmm. Et toute légitime défense préventive, voire comme ici anticipative d'une menace à très longue échéance, n'est pas admise en droit international. Alors, on va revenir sur ces points précis que vous avez cités, sur les arguments avancés par Israël et les États-Unis. Et celle des États-Unis ne l'est pas plus? Évidemment, celle des États-Unis ne l'est pas plus pour les mêmes raisons. Essayer de vouloir empêcher une attaque potentielle qui n'interviendrait que dans de longs mois ou de longues années n'est évidemment pas admise en droit international. Hmm. Et si on vous suit, l'Iran avait-il, oui ou non, le droit de répliquer en lançant des missiles, on l'a vu, y compris parfois sur des zones civiles? Alors sur le principe, c'est bien l'Iran qui fait l'objet d'une agression armée, donc l'Iran a le droit de légitime défense au regard de la Charte des Nations Unies. Ça, c'est sur le principe même d'une riposte armée pour essayer d'endiguer, disons, les attaques israéliennes et américaines, le cas échéant. Mais autre chose est le respect du droit des conflits armés, c'est-à-dire le fait que dans ce cadre-là, on ne peut que viser des objectifs militaires. Donc il Hmm. se peut tout à fait qu'un certain nombre d'attaques israéliennes soient contraires au droit international, mais au regard des règles du droit des conflits armés, et non pas sur leur principe même en tant que Hmm. réponse armée à l'agression israélo-américaine. Alors Israël a très tôt évoqué une menace existentielle pour son territoire. Plusieurs pays européens, notamment la France, ont invoqué très tôt, après les premières frappes israéliennes il y a 11 jours, le droit d'Israël à se défendre. Comment analysez-vous cette position? Est-ce qu'elle n'est pas entendable si l'on part du principe que l'Iran, ce qui est effectivement démenti notamment par l'AIEA, préparait la bombe atomique? Alors, il faut bien distinguer deux choses. Le respect par l'Iran de ses obligations en matière de développement nucléaire. Et donc là, il se peut tout à fait qu'il y avait un certain nombre de violations de ces obligations telles que déterminées par les Nations Unies notamment. Mais en rien, cela justifie une riposte armée, une attaque armée. Donc ça doit répondre, une telle situation doit répondre au principe du règlement pacifique des différends. Il faut rappeler qu'il y avait effectivement des négociations qui étaient menées par les États-Unis avec l'Iran. Il faut rappeler également que c'est les États-Unis de Donald Trump qui ont rompu le précédent accord qui avait été conclu sous l'administration Obama en 2015. Et dès lors, on ne comprend pas la position d'un certain nombre d'États européens qui évoquent le droit d'Israël de se défendre dans ce contexte-là, parce que ce n'est certainement pas un point, un argument qui permettrait de légaliser d'aucune manière l'attaque armée Même israélienne. celui de guerre préventive en droit international, on entend cette formule revenir, guerre préventive. Alors c'est une formule qui revient de manière assez régulière, qui est rejetée par la large majorité des États, donc on peut difficilement dire qu'elle est admise aujourd'hui en droit international. Et même en toute hypothèse, l'attaque qui a été entreprise par Israël va bien au-delà de toute conception de légitime défense préventive, qui ne Mm, viserait de toute manière qu'à réagir ou à plutôt anticiper une mm. attaque considérée comme étant imminente. Ici, on voit que on voudrait agir de manière extrêmement anticipée à la possibilité que l'Iran se dote d'une arme nucléaire dont peut-être dans l'avenir qu'il pourrait vouloir utiliser contre Israël, comme il pourrait très bien vouloir la posséder uniquement à titre dissuasif. Allez, dans un instant, notre éditorialiste Liman Zeguidour, mais d'abord, je vous la pose à vous. Le droit international existe-t-il
Encore, après tout, la question s'était posée déjà en 2003 lors de l'invasion de l'Irak. Elle s'est posée lors de l'invasion de l'Ukraine, plus récemment par la Russie. Que reste-t-il de ce droit international en fait? Alors c'est vrai que ce droit est très régulièrement violé et donc il est important qu'il y ait quand même une large majorité d'États qui continuent de s'y référer parce que le droit international peut être un outil en faveur des États plutôt faibles contre les États forts qui préfèrent finalement faire prévaloir le rapport de force ou le recours à la force comme on le voit dans le cas présent. C'est pour cela qu'il est assez inquiétant de voir un certain nombre d'États européens faire fi du droit international et avoir, disons, des positions totalement à géométrie variable, là où le droit international est fondé sur des règles et des principes qui doivent s'appliquer en faveur de tous États, que l'État soit un État allié ou un État ennemi, comme l'est le régime iranien, par exemple. Et donc, il faut persister à défendre le système de sécurité collective et les règles de droit international parce qu'elle reste extrêmement importante pour préserver, je dirais, un minimum de liens pacifiques entre les États à l'échelle internationale. Slimane, ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine tout à l'heure a dénoncé une violation du droit international alors que lui-même a envoyé ses troupes en Ukraine pour envahir ce pays. Quand on compare ces deux situations, on voit en fait que chacun invoque le droit international quand ça l'arrange. D'ailleurs, Vladimir Poutine disait même et parlait de menaces existentielles. Oui, et que c'était une attaque préventive parce que, disait-il, l'Ukraine était sur le point, de façon imminente, à s'en prendre à la Russie. Donc, à titre défensif, il a envahi l'Ukraine. Donc, ce que disait François Dubuisson sur l'affaiblissement, la disqualification du droit international en tant que référent universel. Ce droit international, on a mis à peu près 5 siècles pour le construire. Je parle sous le contrôle de François Dubuisson. Depuis le traité de Westphalie en 1648, qui a été scellé en Europe pour mettre fin aux guerres de religion. Ensuite, il a été renforcé après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations et après la Deuxième Guerre mondiale avec l'ONU qui en est l'héritière. Le but était de dire, OK, on ne peut pas arrêter la guerre, mais on peut créer un droit international qui puisse être un référent, un instrument pour régler les problèmes, pour repousser le risque de guerre au maximum. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que ce sont ces pays-là, européens et américains, qui ont élaboré, pensé, conceptualisé et incarné ce droit international. C'est dans cet espace-là qu'aujourd'hui, on montre une incapacité d'appliquer des principes de droit international qui, en principe, sont des principes universels. Dès qu'il s'agit du Moyen-Orient, il y a une difficulté chez les Européens d'appliquer le droit international au problème du Moyen-Orient. Pourquoi? Et ils ont... Pourquoi? Parce que, si on veut aller... Il y a beaucoup de littérature déjà là-dessus. Parce qu'on a l'impression que dès qu'il s'agit de Juifs et d'Arabes, les gens, ça réveille des souvenirs terribles dans l'Europe de l'Est avec la Shoah, les pogroms antisémites, et dans l'Europe méditerranéenne, la colonisation. Et donc, envers ces deux populations, il y a comme une difficulté d'appliquer les mêmes principes, c'est-à-dire de juger les uns et les autres, non pas par rapport à leur passé ou par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport aux actes qu'ils commettent quotidiennement. C'est ce qui fragilise, vous êtes d'accord, le droit international s'agissant du Moyen-Orient, François Dubuisson? Alors, il est vrai que c'est une situation tout à fait particulière et, si je puis dire, rien n'est normal dès qu'on s'intéresse au conflit israélo-palestinien ou au cadre du Moyen-Orient de manière générale. Et c'est ça qui explique notamment qu'Israël, en dépit de ces très nombreuses violations du droit international depuis des décennies, jouissent quand même d'une très large impunité avec un soutien inconditionnel de la part des États-Unis et un soutien au moins passif de la part de l'Union européenne qui est Alors François Dubuisson, juste sur l'Iran, l'argument d'Israël et d'autres, c'est aussi de dire que l'Iran a projeté des attentats, qu'elle a des groupes armés aussi qui opèrent dans la région et qu'elle n'est pas non plus un modèle en matière de respect du droit international, même si c'est un pays qui effectivement n'a peut-être pas attaqué d'autres pays et envahi. Il y avait eu la guerre Irak-Iran, mais c'est l'Irak qui avait lancé les hostilités. L'Iran n'est pas non plus un modèle en la matière. Tout à fait. Donc évidemment, chaque situation et le comportement de chaque État doit être évalué au regard des règles applicables. Et évidemment, il y a toute une série de violations du droit international reprochées à l'Iran
que ce soit dans ces relations internationales ou que ce soit évidemment en interne concernant le respect des droits humains et le respect des droits des femmes en particulier. Mais à nouveau, pour me répéter, ça ne justifie en aucune manière que l'on viole les règles de la Charte des Nations Unies et qu'on n'opte pas pour le respect du principe de règlement pacifique des différends, où il faut le rappeler que l'Iran fait l'objet de très très nombreuses sanctions économiques. Et là aussi, si on compare les situations, ben, il faut bien constater qu'Israël ne fait l'objet d'aucune sanction de la part des États occidentaux, lorsque toute une série d'autres situations, l'Iran ou la Russie fait l'objet d'une batterie de sanctions extrêmement développée. Et rappelons aussi, je parle sous votre contrôle, François Dubuisson, que le président des États-Unis, Donald Trump, a fait fi aussi du Congrès américain. Il aurait dû avoir l'aval des élus américains pour enclencher ces frappes sur l'Iran. Vous confirmez? Je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel américain, mais c'est ce que j'ai lu à différents Alors, je vais vous poser une dernière question dans un instant, pardonnez-moi François Dubuisson, mais je la pose d'abord à Slimane. En fait, Slimane, la force a toujours existé dans les relations internationales, mais on a le sentiment qu'elle est devenue la clé de voûte en fait des relations internationales et que la diplomatie, parce qu'on parle du droit international, même si ce soir Donald Trump dit que désormais il y a une place pour la négociation et la diplomatie, on a le sentiment que la diplomatie n'existe plus. Oui, il y avait une dialectique entre la force et le droit. On donnait le primat au droit, et quand ça n'allait pas du tout avec le droit de la guerre, on recourait à la force. Donc le droit était sous-tendu par la force, et la force était régularisée, contrôlée par le droit. C'est ce lien, c'est cette dialectique qui est en train de se rompre. Et là, par exemple, on se rend compte avec ces attaques contre l'Iran que les États-Unis ne sont plus une puissance, ils sont seulement une force. Merci beaucoup Slimane, François Dubuisson, merci, le temps file. Merci beaucoup pour votre expertise ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.